Voilà. Selon l'usage de nos soirées, cette soirée va être présentée et animée par un monsieur Loyal. Ce soir, le monsieur Loyal, c'est Joseph Rémilieu, le jeune homme qui est à côté de moi, pour ceux qui ne le connaissent pas. Il y a beaucoup de raisons qui justifiaient que nous lui ayons demandé d'accepter ce rôle ce soir. Bon, je n'en cite que deux. D'abord, c'est un retraité, mais très actif. Il est, entre autres choses, membre de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon. Il s'occupe des soirées scientifiques de Villeurbanne. Il est très lié aux conférences de l'université ouverte. Et il est l'une des 5 personnes qui, avec nous, Confluent des Savoirs, a été à l'origine de la création d'un agenda coordonné des conférences sciences-société. Cet agenda qui a été repris et développé par l'Université de Lyon sur le site PopScience. Si maintenant vous voulez suivre toutes les conférences qui ont lieu à Lyon, allez sur le site PopScience. Mais nous sommes 2 des partenaires à l'origine de cette opération. Bon, la raison principale pour laquelle nous lui avions demandé d'assurer ce rôle de M. Loyal, c'est que c'est un chercheur. Il a été chercheur en physique nucléaire et physique des particules, professeur à l'université Claude Bernard, chercheur au CNRS, à l'Institut physique nucléaire de Lyon. Tu as été, je crois, membre de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire. Il a travaillé plusieurs années au CERN, donc il connaissait bien le sujet. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, il a un astéroïde qui porte son nom, en hommage aux travaux qu'il a faits sur les astéroïdes. Donc voilà, donc quand vous verrez sur Wikipédia l'astéroïde Rémilieu, eh ben, c'est lui. C'est lui, voilà. Donc il est infiniment plus compétent que moi pour vous parler de cette soirée, et je m'empresse de lui passer la parole. Bonne soirée à tous. Bon, merci Jean-Paul. Quand tu m'as demandé de faire Monsieur Loyal pour cette soirée, je t'ai dit oui parce que tu es un bon ami, mais je ne savais pas trop ce que c'était comme Monsieur Loyal. Alors je suis allé voir sur le Wikipédia, et ce que j'ai trouvé sur Wikipédia, c'est que Monsieur Loyal, au cirque, c'est le maître de la piste, donc je vais essayer d'occuper la piste, c'est le chef d'orchestre des numéros, et surtout c'est celui qui introduit les clowns. Je m'excuse, hein. Donc je vais essayer de jouer ce rôle. Alors, pour la petite histoire, pour les Lyonnais qui sont dans la salle, je ne sais pas si vous savez que M. Loyal, en fait, c'était un Lyonnais. Et c'était un Lyonnais qui, dans les années 1780, il travaillait pour Saltimbanque, qui était lui aussi un Lyonnais, qui est devenu très célèbre, qui s'appelait Antonio Franconi, le célèbre cirque Franconi, et que ce cirque était implanté à Lyon d'une façon permanente au Brotteau. Et encore pour la petite histoire, les Franconi, j'ai vu que quelques décennies plus tard, ils se sont alliés à la famille des Rancy. Les Lyonnais connaissent bien le cirque Rancy. Et que le cirque Rancy, à la même époque, il était implanté sur un site qui serait actuellement l'avenue de Saxe. Donc vous voyez que, Monsieur Loyal, je suis très content maintenant de savoir ce qu'il me reste à faire. Alors, tu m'as dit quand même que ce serait bien qu'avant d'introduire nos 2 conférenciers de ce soir, je parle un petit peu du lien qu'il peut y avoir entre Lyon et l'antimatière. Donc, ce que je voudrais profiter de cette occasion de l'antimatière pour vous rappeler un Lyonnais qui a joué un rôle très important dans cette physique, c'est le professeur Jean Thibault. Alors, pourquoi je voudrais en parler? Parce qu'il est né à Lyon en 1901, et dans les années 30, il a joué un rôle majeur et qui est malheureusement très méconnu, dans la découverte du positron. Alors, 2 mots de sa vie. Il a fait ses études au lycée Ampère, ensuite à l'université de Lyon, et en 1919, il a fait l'école supérieure d'électricité, et il est rentré ensuite comme chercheur dans le laboratoire privé de Maurice de Broglie. Il a soutenu une thèse en 1925 sur la diffraction des rayons X, devant un jury qui comprenait 2 prix Nobel, Marie Curie et Jean Perrin. Alors cette thèse de Jean Thibault a été l'objet de nombreux prix. Il lui a valu immédiatement une promotion au poste de directeur adjoint du laboratoire de physique de la faculté des sciences de Paris. Alors ce qu'on sait moins, c'est qu'à cette époque, il a mis au point sans doute le premier prototype de cyclotron. Ça,
Quand on regarde l'histoire, il semble que ce soit ça, c'est déjà pas mal. Et il a mis au point un spectromètre à électrons, un peu compliqué, à trajectoire trochoïdale. Et ce spectromètre lui a permis de publier dans la revue Nature en 1933 la première mesure de la charge électrique du positron. Donc c'était quand même une grande découverte. Alors cette particule, comme vous le savez, elle avait été prévue théoriquement par Paul Dirac et elle n'a été découverte qu'en 1932 dans les rayons cosmiques par Carl Anderson. Alors il faut savoir quand même que Carl Anderson, quand il a reçu le prix Nobel pour cette découverte, en 1932, dans son discours de réception, en 1936, il n'oublia pas de souligner l'importance de la découverte de Jean Thibault. Et pourtant, à Lyon, personne ne connaît le nom de Jean Thibault. Enfin, pas personne, mais peu de gens. Alors, plus tard, Jean Thibault et Frédéric Joliot furent les premiers à observer l'annihilation des positons dans la matière. C'est eux qui ont fait la première manip d'annihilation. Et en 1934, Jean Thibault revient à Lyon, dans sa ville natale, avec une dotation du ministère spécifique pour créer l'Institut de physique atomique de Lyon. Et c'est cet institut qui, dans les années 60, déménagera de la rue Rollin sur les quais du Rhône pour venir à l'Adroit où nous sommes. Et ça a été la création de l'Institut de physique nucléaire de Lyon, qui est un laboratoire de l'IN2P3, qui d'ailleurs vient d'être rebaptisé il y a quelques jours l'Institut de physique des deux infinis, pour souligner le fait que maintenant les gens travaillent depuis la physique subatomique jusqu'à la physique de l'astrophysique. Alors pour comprendre, ça a été l'objet d'un travail d'histoire des sciences, mais pour comprendre pourquoi il y a eu un relatif oubli des travaux de Jean Thibault, il faut constater l'effet désastreux que la guerre et l'occupation allemande a eu sur les relations scientifiques, politiques et humaines entre Jean Thibault et la plupart des physiciens de la zone occupée. Je ne rentre pas dans les détails, mais c'est ça qui est la cause de l'oubli de Jean Thibault. Alors, à sa mort en 1960, Jean Thibault a fait un legs à l'Académie des sciences, belles-lettres et arts de Lyon pour la création d'un prix en physique subatomique. Et ce n'est aujourd'hui qu'à l'occasion de la remise biannuelle de ce prix Thibault, qui par ailleurs est un prix qui, au fil des ans, a acquis une très solide réputation européenne, que l'on a l'occasion de se remémorer le travail de pionnier de Jean Thibault pour l'antimatière. Alors maintenant, 2 mots sur les physiciens qui actuellement, là vous voyez ce sont les années 30, mais actuellement il y a beaucoup de physiciens qui travaillent dans le domaine de l'antimatière. On les trouve principalement à l'Institut de physique nucléaire de Lyon, ce qui est normal. Et je vais citer 2 ou 3 groupes qui travaillent sur cette chose-là. Il y a d'abord le groupe de Patrick Nedelec, que tu connais bien, qui participe à l'expérience Aegis, dont tu vas certainement nous parler dans un moment. Et je n'insiste pas parce que ça va être un des thèmes de la conférence de ce soir. Il y a aussi des chercheurs à l'Institut de physique nucléaire qui, depuis de nombreuses années, travaillent sur la physique des neutrinos. Ceci a commencé par le groupe de Yves Desclée dans l'expérience Opéra, et aujourd'hui, ceci se poursuit avec le groupe de Dario Ottiero. Alors, ils ont en particulier mis au point un détecteur neutrino à argon liquide qui va être utilisé dans l'expérience américaine Dune de mesure de l'oscillation des neutrinos. Là, vous allez me dire quel rapport entre l'oscillation des neutrinos et l'antimatière dont on va parler. Eh bien, c'est que ces expériences d'oscillation permettent de tester ce qu'on appelle la violation de la symétrie CP au sein de la famille des neutrinos. Et si on revient de nombreuses années en arrière, on se rappelle que Andreï Sakharov avait prévu que la violation de CP pourrait sans doute expliquer la disparition de l'antimatière juste après le Big Bang. Donc c'est bien corrélé à ça. Pour rester sur les travaux de la ville de Lyon et l'antimatière, je ne voudrais pas qu'on oublie ce soir que Lyon est aussi
un haut lieu de la recherche médicale, et en particulier de la tomographie électron-positron, la TEP, qui est une méthode d'imagerie qui exploite directement les rayonnements issus de la désintégration des positrons dans les tissus. Alors la TEP est à Lyon l'objet actuellement d'importants développements, autant cliniques, particulièrement en cancérologie, que technologiques, particulièrement dans l'expression des imageurs qui de plus en plus combinent, ce qui n'est pas facile à faire, la TEP et l'IRM. Donc là, il y a beaucoup de travail qui se fait. Et puis nous avons aussi à Lyon un centre dédié à la TEP, il s'appelle le CERMEP, et dont la compétence s'étend depuis la production des radioéléments par un cyclotron jusqu'à leurs applications cliniques. Pour rester à Lyon, et après je passerai à nos orateurs, je voudrais vous rappeler que le soir du 1er avril, et ce n'est pas une blague, ce sera à Lyon, comme d'ailleurs dans d'autres villes universitaires françaises, la nuit de l'antimatière. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça dans vos journaux. C'est une soirée festive qui est organisée à l'initiative de la Société française de physique et du CNRS. Alors pour aujourd'hui, pour nous, ce n'est pas la nuit de l'antimatière, mais la soirée de l'antimatière, grâce à la présence de Michael Doser et de Linda Nagler, un chercheur, un artiste, selon la règle du jeu de ces séances. Je vais vous les présenter. Donc, Michael, vous êtes né en Autriche, à Graz, puis vous êtes venu en Suisse, à Zurich, pour faire vos études universitaires. Vous avez soutenu en 1988 une thèse en physique des particules. Vous avez ensuite fait un séjour postdoctoral de 3 années au Japon, au Keck, Centre de physique des hautes énergies. Et là, vous avez obtenu le Graal des physiciens, c'est une bourse de chercheur au CERN, puis un poste de chercheur permanent du staff du CERN. Alors, vous avez en particulier dirigé le département de physique du CERN de 2006 à 2008. Entre-temps, vous avez fait un séjour sabbatique à Stanford, au SLAC, aux États-Unis. Et au CERN, vous avez travaillé dans tellement de programmes que j'espère que j'en oublie pas trop. Vous avez été dans des programmes qui parlent à ceux qui ont entendu parler de la physique nucléaire et de particules. Donc le programme Astérix, le programme Topaz, le programme Babar. Vous savez, il y a des noms qui sont assez... Le programme Athéna et le programme ACE. C'est un programme qui me va droit au cœur parce que c'est de l'atomthérapie avec des antiprotons. Il a fait des expériences pour montrer qu'on pourrait soigner des tumeurs particulièrement difficiles avec des antiprotons. Et actuellement, vous êtes le responsable au CERN de l'expérience EGIS, de gravitation d'atomes d'antihydrogène, dont vous allez nous parler. Alors, vous êtes co-auteur de plus de 300 publications, plus de 100 exposés dans des conférences internationales. Vous avez pris au cours des années de très nombreuses responsabilités scientifiques et administratives de très haut niveau au CERN. Et j'ai noté aussi que vous êtes l'éditeur de 2 grandes revues scientifiques, Physics Letters B et Review of Particle Properties, un petit livre que tout le monde a dans sa poche au CERN jour et nuit. Vous avez enfin participé à la diffusion de la physique subatomique auprès d'un large public, et on le voit ce soir, puisque vous avez accepté de venir passer une soirée avec nous. Et j'ai trouvé hier, en particulier, que vous aviez fait une conférence TEDx à Genève, qui est très intéressante à regarder, en 2010. Bon, maintenant, je vais présenter une artiste. C'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Les scientifiques ont peu l'habitude de présenter une scientifique, dont Linda, Madame Nagler. Vous êtes une artiste qui est née à Stockholm, mais vous vivez depuis très nombreuses années en Italie. Alors, votre formation, c'est que vous êtes titulaire d'un diplôme en Beaux-Arts de l'Académie Brera de Milan et vous avez suivi en 2004 des cours avancés en art visuel de la Fondation Ratti à Côme. Vous avez exposé vos photographies dans des expositions solo à la Fondation Olivetti de Rome en 2006, à l'Université Columbia de New York en 2007, et aussi dans de nombreuses galeries milanaises et turinoises.
Vous avez exposé vos œuvres dans diverses expositions de groupe, dans des musées, des galeries. Alors j'ai noté Stockholm, Monaco, enfin c'est la vie internationale des artistes, Karlsruhe. En 2013, vous avez été un tournant, je crois, dans votre carrière. Vous avez été invité à exposer dans le cadre de l'exposition internationale de la 55e Biennale de Venise. Vous avez été résidente, artiste résidente, dans plusieurs pays. J'ai noté la résidence internationale Jaspis de Stockholm et aussi au Récollet à la Fondation DENA à Paris. En 2007, vous avez reçu le prix New York, qui est un prix qui est décerné par le ministère italien des Affaires étrangères et par l'université américaine Columbia. Alors, parmi vos œuvres, je les ai regardées quand même sur le web, les plus connues, il y en a une qui m'a beaucoup touché, c'est The Hidden Mother, mais vous me dites que vous allez en parler, donc je vais en parler très peu. J'ai trouvé que c'était très original à partir d'une très large collection de photos d'enfants très jeunes qui ont été prises au début de la photo, avant 1920, si j'ai bien compris. Vous vous êtes intéressé à nous montrer ce qui était caché derrière ces enfants. C'était leur mère qui était toute proche. Et ça, c'est une idée que je trouve vraiment intéressante. Alors, je vais terminer par une phrase un peu pompeuse. J'ai trouvé que cette collection, The Hidden Mother, caractérise bien votre art. Mais on va le découvrir, là, je pense. La photographie du passé, vous intéressez beaucoup au passé. Je lui ai dit qu'il fallait qu'elle revienne visiter le musée Lumière à Lyon, puisqu'on a aussi contribué à ce passé. La photographie de l'invisible, c'est le thème de la conférence de ce soir. Et finalement, la photographie de notre propre conscience. Mais je ne sais pas si on comprendra ça ce soir. Voilà, je vous passe la parole. Je crois que c'est vous qui commencez, Linda. Et puis ensuite, vous allez assister à un va-et-vient entre ces deux orateurs, l'artiste et le scientifique.